Alors, je ne suis pas spécialiste des Amazones. Je suis plutôt spécialiste du roman historique francophone et peut-être de la nouvelle francophone. Alors, c'est justement en lisant des textes de littérature francophone d'Afrique et un peu du Moyen-Orient que j'ai croisé ces textes. Il y a plusieurs textes que je vais aborder, particulièrement le texte de Abdoulaye Mamouni Sarawinja. Il y a aussi le texte de Fawzi Mela. Alors, Abdoulaye Mamouni est du Niger. Fawzi Mela est de la Tunisie, mais d'origine, je dirais. Nefertiti, vous avez André Chédid qui est d'origine libanaise mais égyptienne en même temps et aussi française. Et vous avez le dernier texte que je vais aborder, c'est le texte de Myriam Antaki, Souviens-toi de Palmyre. Alors ces textes, qu'est-ce qu'ils ont en commun à mon avis? C'est plutôt la figure de ces femmes héroïques qui ont été assez représentées dans l'histoire littéraire et peut-être moins. On connaît moins leur histoire réelle. Alors c'est justement l'intérêt pour moi de convoquer un peu ces aspects-là, puisque dès le départ, il y aura cette fondamentale question sur justement la... J'espère que je ne me trompe pas. Il y aura justement cette question fondamentale sur l'existence ou non des Amazones. Alors c'est une grande question, une vieille question, et il y a beaucoup de divisions au niveau des spécialistes des sciences historiques, que ce soit les archéologues, surtout chez les archéologues allemands, et les spécialistes des sciences anciennes ou de l'histoire même de l'art. Alors dans le premier temps, j'ai convoqué justement Adrienne Mayor, qui a fait un dernier travail que je viens vraiment de découvrir. Et ce travail-là montre un peu que le débat qui a opposé un peu les archéologues allemands sur l'existence ou non des Amazones, qui est un vieux débat depuis l'Antiquité, c'est un débat qui est aujourd'hui à reconsidérer vu ce qu'on sait de l'archéologie nouvelle. Et justement, vous avez ici une citation où il insiste sur le fait qu'il y avait un peu, depuis la Méditerranée jusqu'à peut-être les fins fonds de la Chine, il y avait des femmes qui pouvaient être considérées comme des armées ou bien des communautés qui avaient justement l'habitude de monter à cheval et qui avaient l'habitude d'aller au combat contre des hommes. Alors, dans le texte, maintenant, les textes que je vais aborder, il y a d'abord le texte de... alors ici j'ai procédé un peu par ordre chronologique de l'existence de ces femmes dans la réalité, puisque je parle d'abord de la relation qu'il peut y avoir entre ces femmes telles qu'elles existent dans la réalité et telles que la fiction francophone les récupère. Vous avez donc dans le cas de Nefertiti que André Chédid nous présente, vous avez ici l'épouse du pharaon Akhenaton. Alors, le pharaon Akhenaton, il est réputé, on le connaît un peu pour son audace à vouloir réformer un tout petit peu la croyance en Égypte. Alors, dans cette réforme-là, la femme qui l'a vraiment accompagné, qui l'a soutenu, qui a poussé un peu l'audace jusqu'à continuer au-delà de la disparition d'Akhenaton, le combat, c'est Nefertiti qui était sa femme. Dans la réalité, on nous parle de Nefertiti comme épouse principale en fait. Épouse principale, ça veut dire qu'Akhenaton en avait d'autres. Par exemple, dans les bustes ou les têtes qui ont été récupérées dans le musée de Berlin, il y a parmi ces têtes-là, si on regarde bien, une femme qu'on considère comme la deuxième femme d'Akhenaton. Alors que dans le texte d'André Chédid, on n'est pas dans ce discours-là. On est dans un autre type de discours. Akhenaton a eu une première femme, le mariage n'a pas réussi, et finalement, il a épousé Nefertiti, qu'il aimait depuis l'enfance, et c'était l'unique femme de sa vie, toute sa vie durant. Voilà un peu ce que nous donne André Chédid. Maintenant, pour
Alors, je vais vite parce qu'il y a toujours cette histoire de contrainte de temps. Alors, maintenant, pour dire un peu pourquoi je dis tous ces textes-là ont un ancrage historique, c'est que vous allez trouver dans ce roman, comme dans beaucoup de romans historiques que j'ai consultés, il y a toujours comme une sorte de recherche, de reconnaissance scientifique des écrivains à vouloir mettre à côté des éléments qui appartiennent finalement à la science historique. Par exemple, ici, on a une référence chronologique qu'on retrouve à la fin du roman, qui dit que Nefertiti a existé dans la réalité, et voilà un peu la chronologie de sa vie et de la vie d'Amenophis IV, qui était effectivement devenu Akhenaton. Alors, dans un autre cas, excusez-moi, j'ai toujours l'habitude de... C'est le cas d'Elissa, où la reine vagabonde qu'aborde Fawzi Mella. On a ici une représentation en fait de Didon. Sauf que Didon, dans la littérature grecque, donc si on lit un peu Virgile, l'Énéide, Didon égale Elissa. Alors, Didon égale Elissa, je n'ai pas trouvé une représentation facilement d'Elissa, mais j'ai trouvé une représentation de Didon. Et donc, il y a ici une histoire qu'on peut retrouver facilement dans l'Énéide où finalement Énée et Elissa se seraient rencontrés. Mais ce nom Didon, ce sont les Romains qui lui ont donné. Il y a une autre façon de le dire, mais je ne prononce pas le grec. Mais c'était juste pour dire l'errante en fait. Vu la façon dont elle est venue là-bas, mais vu aussi le fait que Énée va la lâcher et partir. Ici, vous avez une représentation qui simule un peu le suicide, avec l'épée que vous avez qui va. C'est une représentation en fait du XVIIe siècle. Voilà. Rapidement donc sur le plan historique toujours. Excusez-moi. Alors, ce qui a fait dire à beaucoup de gens que que Elissa est venue de la Phénicie, c'est qu'à l'époque aussi, les Phéniciens sillonnaient toute la Méditerranée. On dit qu'ils avaient des comptoirs un peu partout, surtout en Afrique du Nord. Vous avez ici une carte historique qui représente un tout petit peu les routes commerciales des Phéniciens à l'époque. Alors, que fait Fawzi Mella dans ce cas? Qu'est-ce qu'il fait? Il part de quelque chose qui appartient un peu à la science. C'est son grand-père qui avait retrouvé des tablettes, parce qu'il travaillait dans un projet. Et dans ce projet-là, les gens qui devaient amener tout ce qu'ils ont trouvé dans le site qu'ils ont fouillé n'ont pas réussi à amener ces pièces en Europe. Sauf qu'il en restait quelques qui étaient dans la maison des Mella. Ce qui était dans la maison des Mella, c'était ces 250 stèles puniques que le grand-père passait son temps à décortiquer. Et ce grand-père fait jurer à l'enfant, Fawzi Mella, de continuer le travail. Il avait 20 ans. Et le grand-père avait une hypothèse, et il donne l'hypothèse à l'enfant. L'enfant poursuit la recherche parce qu'il veut honorer la mémoire du grand-père. Et il arrive à la conclusion que l'hypothèse du grand-père est vraisemblable, même s'il doute que Elissa soit l'auteur des lettres et que les lettres soient destinées à Pygmalion, son frère, tel que l'amène l'histoire. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est de savoir que ces exemples-là se trouvent dans le paratexte. C'est l'introduction que Fawzi Mella signe de ses initiales FM, où on trouve, c'est dans cette partie-là où on trouve vraiment. Pour moi, on n'est pas encore dans le récit. Mais on ne peut pas détacher effectivement ces éléments-là du récit. Jeannette le disait bien, le paratexte, c'est toujours du texte. Alors, sur Zénobie, rapidement. Zénobie, le texte que j'ai analysé est le texte de la reine Zénobie, c'est la reine de Palmyre. Donc, c'est le texte Souviens-toi de Palmyre, de Myriam Antaki, qui est syrienne. Alors, Myriam Antaki, dans son texte, certainement a eu recours à des éléments historiques puisqu'elle est historienne.
Mais le roman reste toujours le roman dans le propos que je vais continuer à tenir, dans ce sens que dès le départ, on peut retrouver des éléments historiques que d'autres ont analysés. Vous avez ici Annie Sartre et Maurice Sartre qui ont bien travaillé sur la figure de Zénobie historiquement. Et dans cette figure historique, il revient toujours des éléments de légende. Et au niveau du texte de Fawzi Mella, la première, on va dire, la première façon de tronquer un peu l'histoire, c'est de dire que finalement, en relisant les tablettes ou les stèles que mon grand-père m'a laissées, j'ai dû corriger, effacer des verbes ici, rajouter des épithètes, et finalement, à la fin, je ne savais plus si c'était le même document, si c'était la même lettre. Ça commence par là. Quand ça commence par là, nous avons la certitude qu'effectivement, ici, il y a une volonté de l'auteur de réécrire une histoire. Il y a une volonté pour l'auteur. Alors, cette volonté, pour moi, je l'inscris un peu dans la dynamique de préserver justement un patrimoine familial. C'est tel, il dit que même après la mort du grand-père, sont restés dans la maison. Donc, ça appartient un peu à la famille, mais c'est aussi quelque chose de complètement national. Vu qu'aujourd'hui, Carthage est visité par des touristes et qu'à chaque fois, ce genre d'histoire qu'on leur raconte. Alors, très rapidement, sur Sarawinia. Sarawinia, c'est une héroïne on va dire, du Niger. C'est extrait d'un film, ces photos sont extraits d'un film qui est paru en 1986, après le roman qui est paru en 1980, le roman d'Abdoulaye Mamouni. Alors, ce qui est intéressant, c'est que, justement, la Sarawinia, elle n'était pas connue avant. Par contre, tous les Nigériens connaissaient bien la Sarawinia, puisque là, l'épopée se racontait un peu partout dans les maisons, comme dans les contes. Alors, Abdoulaye Mamouni ne peut pas se baser trop comme Myriam Antaki ou bien comme André Chédid sur des documents historiques, surtout des documents historiques, on va dire, écrits. Puisque la guerre qu'elle va mener contre les Français, la colonne française, Chanoine voulait Chanoine, c'est une on va dire c'est une histoire. Moi j'ai cherché dans le grand manuel, on va dire l'histoire générale de l'Afrique, leur nom n'apparaît même pas. Pourquoi? Parce qu'elle était reine d'un village, un petit le Lougou, et justement l'histoire, c'est l'histoire d'une colonie qui doit conquérir presque toute une partie de l'Afrique et qui est passée par hasard sur un village dirigé par une reine que personne n'osait toucher. Les musulmans sont déjà passés, ils ont échoué une défaite et il y a eu fondamentalement une idée selon laquelle cette sorcière, personne ne peut la vaincre. Alors, vous pouvez vous rapporter un peu sur ce qui est dit par Elara Berthaud, parce que ce que dit Elara Berthaud, c'est exactement ce qu'Abdoulaye Mamouni fait. C'est un texte où on n'a pas réellement de document historique qui permet de réellement vérifier si cette histoire est vraie. Mais elle se raconte un peu partout. Et c'est la raison pour laquelle, ici, ce qui prime avant tout, c'est la tradition orale. Mais ce que Abdoulaye Mamouni va dire, c'est ça qui est pour moi intéressant dans mon propos. Oh, excusez-moi, mais je n'arrive pas. C'est bon. Alors, il dit ceci. La tradition orale, c'est aussi de l'histoire. Puisque si elle n'existait pas, s'il n'y avait pas le griot pour raconter, les faits et les gestes, justement, des gens auraient aujourd'hui disparu. On l'aurait oublié. Et par conséquent, il faut qu'à côté du fait, donc du faire, qu'il y ait le dire. Le dire, c'est cela qui a permis justement de garder la mémoire de
cette femme comme la mémoire de Néfertiti, comme la mémoire de Zénobie ou bien comme d'autres personnages. Alors, je reviens maintenant dans une deuxième partie sur comment on est passé de la représentation épique un peu à la caractérisation romanesque, puisque je considère qu'une fois que le roman s'accapare des outils de l'imaginaire mythique ou de l'imaginaire épique, on peut considérer que cette représentation-là est de l'ordre justement de l'épique. Mais toujours est-il que, puisqu'on est ici en face de romans, il faut insister sur le fait que cette caractérisation a insisté sur beaucoup de choses. J'ai sélectionné un peu quelques trois aspects. La première chose, c'est justement ces femmes, dans tous ces textes-là, apparaissent justement comme des femmes très belles, et que cette beauté, elle est même parfois, on va dire, ensorceleuse. Et Néfertiti, son nom dans la Belle est venue. C'est le sens qu'on lui donne dans la langue. Et cette beauté, dans le récit que Boubastos voilà, donne, c'est un récit qui revient sur cette beauté qui a émerveillé en fait toute l'Égypte. Alors, je dis en passant que le buste de Néfertiti que j'ai présenté tout au début, c'est un buste découvert en 1912 par un historien allemand, mais qui est encore aussi sujet aujourd'hui à authenticité. Ce qui est intéressant, c'est de dire que dans les autres représentations, par exemple, tout ce qui est sur le mur, ou bien encore tout ce qui est dit, puisqu'il existait en Égypte aussi des contes, c'est toujours l'image de cette belle femme. Mais ici, c'est une beauté qui insiste beaucoup plus sur la forme du visage et le corps de façon générale. Cette beauté, dit André Chédid, a failli même tenter le sculpteur de ce buste. Donc, Néfertiti, raconté par André Chédid, est toujours dans la logique que ce buste est authentique. Alors, si le buste est authentique, effectivement, on peut penser que c'est toujours le même personnage. Alors, Elisa ou la Reine Vagabonde, dans le texte de Fawzi Mella, Fawzi Mella ne revient pas trop, à mon avis, sur justement cette beauté dont on parle chez Néfertiti. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une femme désirée. Désirée plusieurs fois. Je ne vais pas terminer mon texte là-bas peut-être. Désirée plusieurs fois. C'est une femme qui n'a pas d'enfant, mais qui avait une fille adoptive dans le récit, mais qui va peut-être intéresser Énée, dans la version de l'Énéide. Mais c'est une femme qui finalement, pour ce qu'elle représente, va devoir se suicider parce que le roi numide Iarbas, qu'il va trouver sur une terre où il voulait que sa communauté qu'il a déplacée avec lui dans sa fuite contre son frère Pygmalion, va demander sa main en mariage si elle veut rester sur cette terre. Mais comme elle ne veut ni trahir la mémoire de son mari, comme elle ne veut ni sacrifier son peuple, elle va ruser. Elle va se débrouiller pour que la peau de bœuf occupe une terre assez large, puisqu'elle va découper la peau en lanière. Ça, j'insiste beaucoup sur cet élément. On parle de la ruse punique, mais dans la représentation, c'est aussi la ruse de cette femme dont on parle. Et cette ruse va lui permettre effectivement d'avoir un espace assez large. Mais le jour des noces, elle va se brûler dans le feu. Finalement, elle va respecter sa parole parce que elle a accepté le mariage, mais les noces ne seront pas célébrées. Alors, dans le cas de Saraounia, il y a une chose intéressante. Alors, dans le récit de Fawzi Mella, Elissa n'a pas d'enfant, on va dire,
son sang. Sarawinia, dès le départ, dès le début du récit, a un père adoptif puisque son père est mort et qu'elle est orpheline. Alors, le père adoptif lui dit ceci: tu peux avoir autant d'amants que tu veux. Laisse tes seins en l'air, ne les couvre jamais, mais ne tombe jamais enceinte. Et ça, c'est très intéressant parce que jusqu'au combat, le dernier combat dont parle le livre, elle va partir au combat les seins nus. Alors, Zénobie, dans le texte, ce qui m'a beaucoup plus intéressé, Zénobie a un enfant comme Néfertiti a plusieurs enfants, contrairement à Élissa et Sarawinia. Mais Zénobie n'avait pas que le mari. À la mort du mari, Zénobie avait effectivement des amants. Sarawinia a eu plusieurs amants. Et ce qui est intéressant aussi dans le cas, c'est que ces amants n'étaient pas forcément d'une sorte de classe sociale. L'un de ses tout premiers amants était un guerrier. Et après, il est parti presque vendre de la cola dans d'autres localités. Mais le tout dernier amant, c'était un griot. Ce qui un peu remet en cause tout ce schéma-là sur les castes en Afrique. Alors, je pense que j'ai encore quelques minutes. Il vous reste 2 minutes. 2 minutes, je vais aller vite. Alors, sur le deuxième élément de cette deuxième partie, je pense que l'implication guerrière, on remarque ça chez toutes les femmes, sauf que dans le cas de Néfertiti, il n'y a pas eu de guerre, puisque l'idéologie que défendait Akhenaton, c'est qu'il ne faut jamais faire la guerre. Il faut toujours la paix. Donc, s'il y a une guerre à mener, c'est une guerre pour la paix. Et ça, c'est très intéressant comme idée, parce que justement, ça participe de cette réforme-là que menait Akhenaton et que Zénobie a essayé de mener jusqu'au bout. Alors, pour la responsabilité politique, ce sont des femmes qui ont occupé effectivement toutes les responsabilités. C'est des femmes de pouvoir. On ne peut pas donc revenir sur ça. Sauf que c'est à des degrés divers, puisque vous avez des femmes qui ont pris les armes, comme Élissa et Sarawinia, alors que même Zénobie, on la soupçonne un peu, mais du point de vue historique, elle était beaucoup plus régente que reine à proprement parler. Alors, juste une dernière chose avant la fin. Voilà. Ça, c'était la partie que je voulais vraiment développer en insistant un peu sur le fait que c'est des textes qui ont une fortune littéraire quand même notoire. Peut-être depuis l'ouvrage d'Ablaye Mamouni pour la Sarawinia, mais pour les autres textes, il y a eu des textes antérieurs aux textes que j'ai cités ici. Et ça veut dire que c'est des personnages assez exploités. Si on prend un peu l'exemple de la figure de Zénobie, on en parlait plus en littérature et dans les arts qu'en histoire. Donc il y a une chose assez intéressante. Maintenant, l'intérêt, c'est que tous ces textes, à mon avis, ont un film. En tout cas, j'ai vu les films pour les trois. Je ne suis pas sûr d'avoir vu le film pour la reine Zénobie, mais pour les trois, il y a des films. Mais c'est une partie qu'on va remettre à plus tard. Alors, je voudrais vraiment conclure sur un aspect, parce qu'il y a un texte qui est un peu hors catégorie par rapport à ce que je voulais dire. Je termine par là. C'est le texte de Véronique Tadjo, qui est une écrivaine ivoirienne, que je voulais vraiment aborder, mais quand j'ai vu que c'était un peu décalé par rapport à tout ce que je voulais faire, parce qu'il y a énormément sur ce sujet à faire, j'ai dit, bon, je m'en arrête là mais si on parle du modèle de femme au pouvoir, c'est effectivement le même scénario qu'avec la reine, pas la reine Zénobie, Élissa, puisque ici c'est l'oncle qui chasse un peu la nièce du pouvoir. Elle s'exile, elle va ailleurs. Ici, il y a une armée d'Amazone nommée dans le texte, et il y a un signe de sacrifice fort. C'est que la reine Pokou avait un enfant, légitime ou pas,
puisque ces deux versions apparaissent dans le petit texte de Véronique Tadjo. Elle donne toutes les versions qu'elle a entendues et qu'elle a peut-être lues. Et à la fin, c'est cet enfant-là qu'on va sacrifier dans le fleuve pour pouvoir traverser le fleuve et aller de l'autre côté. Vous êtes au Ghana, il faut aller en Côte d'Ivoire, il faut traverser un fleuve, et en traversant ce fleuve, on a sacrifié un enfant, et ce sacrifice de l'enfant va donner naissance au pays Baoulé, puisque Baouli signifie tout simplement que l'enfant est mort. Donc je m'en arrête là, j'espère que je n'ai pas débordé. Merci beaucoup. Voilà.